Je trouve que c'est important que Isabelle Olivier et l'ensemble des organisateurs aient proposé qu'on démarre par un sujet dont vous allez voir qu'il est à la fois d'une réelle complexité et tout à fait essentiel. L'éducation thérapeutique s'adresse à des personnes qui vivent avec des pathologies chroniques. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit de schizophrénie, il s'adresse à des personnes qui ont un mode de fonctionnement psychique qui est particulier et dont il est certainement important de tenir compte, tout en s'inscrivant dans ce que vous-même, dans le mouvement dans lequel vous-même vous êtes associé, c'est-à-dire les accompagner vers leur rétablissement. Donc c'est ça dont je vais essayer de vous parler, de vous donner quelques pistes dont vous allez voir qu'elles à la fois elles éclaircissent et, me semble-t-il, elles complexifient un peu les choses. Alors, pour commencer de façon simple, vous savez que le trouble schizophrénique est associé à un mauvais insight, et vous savez aussi que dès lors que cet insight est mauvais, il y a un risque d'évolution défavorable du devenir de la personne, qui va interrompre son traitement, qui va être hospitalisé de façon éventuellement itérative, voire sans son consentement, donc de façon potentiellement traumatique, et que globalement son niveau de fonctionnement dans l'existence sera moins bon. Et c'est devant ce constat, et aussi en lien avec tout ce mouvement de l'éducation thérapeutique pour les pathologies chroniques, que l'éducation thérapeutique s'est donnée comme cible d'améliorer l'engagement dans les soins des personnes concernées par ces troubles. Après ça, toute la question va se poser de comment est-ce qu'on peut contribuer, nous soignants, à améliorer l'engagement dans les soins. Faut-il améliorer la conscience des troubles, faire améliorer la conscience des besoins de soins qui sont associés aux troubles? Faut-il contribuer à ce que la personne arrive à mieux identifier ses rechutes et à mieux savoir mobiliser ses ressources pour faire face aux situations de crise? Ou s'agit-il d'une façon plus globale, et on va pouvoir le voir d'une façon finalement un peu différente, d'aider la personne à développer des compétences pour mieux vivre avec la maladie? Alors qu'est-ce que un certain nombre de concepts théoriques, dont certains viennent des sciences cognitives, peuvent nous apporter sur ces points-là? La première cible de l'éducation thérapeutique, la cible classique, celle qui nous est donnée par exemple par les recommandations de la HAS, c'est qu'il s'agit d'aider les personnes à mieux connaître leur maladie, mieux connaître leur vulnérabilité, que nous partagions avec elles nos savoirs concernant les troubles schizophréniques et les besoins de soins qui lui sont liés. Et ces différents éléments ont constitué une certaine définition de l'insight. L'insight, c'est quelque chose qui est très polysémique, c'est un concept complexe et qui peut être utilisé dans de très nombreuses acceptions. Une acception très médico-centrée, c'est de dire que l'insight, c'est de connaître sa maladie, de savoir lui attribuer ses symptômes et ses difficultés, et que si on augmente l'insight, on augmentera la compliance aux soins. Donc la cible thérapeutique, dans cette option-là, c'est d'améliorer cette connaissance. Et il y a un instrument de mesure très classique que vous connaissez peut-être ou sans doute, qui s'appelle l'échelle d'insight de Beerschot, qui mesure très précisément cette dimension. Elle est affichée à l'écran. Ça concerne le fait que la personne identifie qu'elle a un trouble de santé mentale, qu'elle a besoin de médicaments, qu'elle a besoin d'être hospitalisée, qu'elle est d'accord avec les préconisations de son médecin et qu'elle sait qu'un certain nombre de ses productions d'esprit, un certain nombre de ses façons de penser ou d'entendre des voix sont des symptômes qui sont liés à la maladie. À partir de cette idée, de cette conception qu'il faut augmenter l'insight vu de cette façon-là chez les personnes vivant avec une schizophrénie, il y a eu une série de travaux qui ont questionné cette cible de l'éducation thérapeutique et qui ont commencé à montrer que les choses n'étaient pas si simples et que finalement, on pouvait observer qu'avoir conscience de sa maladie pouvait être un facteur de risque de dépression pour les personnes, voire de suicide. Et la littérature est assez abondante, ou devient de plus en plus abondante sur cette question, avec des données qui sont hétérogènes, mais qui vont dans le sens qu'il existerait un lien entre insight, encore une fois, insight vu de cette façon-là, l'insight de Beerschot, la dépression, la qualité de vie et le suicide. Alors, on a fait un travail à Versailles
l'équipe de Versailles, Paul Roux et Mathieu Urbach, qui s'occupent du Centre Expert Schizophrénie de Versailles, ont travaillé sur les données de la cohorte de fondamentale Face Schizo, qui on a pu avoir des données sur un peu plus de 500 personnes vivant avec une schizophrénie, et on a posé la question sur ces données de l'existence de liens entre l'insight mesuré par l'instrument de Birchwood, la qualité de vie, la dépression et le comportement suicidaire. Et on a fait une analyse de médiation, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir s'il y avait des liens, dans quel sens allaient ces liens. Le résultat, le tableau est un peu compliqué, puis je n'ai pas de truc pour vous le montrer, mais en gros, le résultat, c'est qu'effectivement, avoir un bon insight conduit à une augmentation du risque de suicide. C'est modéré, il y a une très mortalité liée au suicide dans la schizophrénie, il y a plein de facteurs qui y contribuent, mais l'insight est un élément de façon significative. L'insight, selon Birchwood, la conscience des troubles et des besoins de soins telle qu'elle est définie là, conduit à une augmentation du risque de suicide. Et cette augmentation du risque du suicide est totalement médiée, donc le facteur intermédiaire qui y contribue, c'est la dépression et c'est la diminution de la qualité de vie, pour autant qu'elle est liée à à une dépression ou à une dépressivité. Donc la conclusion provisoire qu'on peut tirer de ces résultats, c'est que la difficulté des patients à reconnaître leurs troubles, ce manque d'insight, serait un mécanisme de défense. Il s'agit pour eux de préserver leur estime de soi, de préserver leur qualité de vie, d'éviter la dépression. Quand on connaît la représentation sociale attribuée aux troubles schizophréniques et la stigmatisation et l'autostigmatisation de ce diagnostic, on n'est pas forcément extrêmement surpris. Je voulais vous raconter une petite histoire qui est l'histoire. On fait dans notre centre de jour à Versailles, l'équipe du centre de jour de Versailles fait depuis plus d'une dizaine d'années des groupes d'éducation thérapeutique qui ont évolué avec le temps. Ils ont une expérience dont j'espère qu'ils partageront avec nous. Et donc, je voulais vous parler de l'histoire d'un patient, M. P, qui a participé à une session d'éducation thérapeutique. Il faut savoir que la condition pour participer à ce groupe est bien entendu d'être d'accord, d'être demandeur. Et la deuxième condition, c'est d'avoir eu une information sur son diagnostic, donc d'être au courant du fait qu'on souffre d'un trouble schizophrénique. Donc ce patient, qui est un jeune patient, a bénéficié de l'atelier qui se déroule sur plusieurs semaines. C'est un atelier en groupe qui est beaucoup basé sur un partage d'expériences entre personnes concernées. Monsieur P a eu la chance que cette session-là soit une session très vivante, très riche, très dynamique, avec d'autres jeunes patients, avec beaucoup de partage d'expériences. Et il est revenu voir son psychiatre en disant vraiment c'était super l'éducation thérapeutique, je trouvais ça très très utile. Maintenant j'ai trouvé avec d'autres collègues m'ont donné des idées sur comment mieux me débrouiller dans telle ou telle situation. Puis Monsieur P il rajoute à son psychiatre mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez voulu que j'aille dans ce groupe alors que je ne suis pas schizophrène? D'où la question, le besoin d'espoir que nous avons tous et que, bien entendu, les personnes vivant avec une schizophrénie ont besoin encore plus que d'autres, est-il compatible avec le diagnostic de schizophrénie et avec toutes les représentations que ça véhicule? Alors, un petit détour par la question du rétablissement, dont je sais bien qu'Olivier va nous parler longuement, mais c'est un concept qui doit tous nous mobiliser et tous nous associer. Que dit le rétablissement? C'est qu'il s'agit d'apprendre à vivre, que pour se rétablir, il faut apprendre à vivre avec la maladie et pas, ou en tout cas pas seulement, apprendre à vivre avec ses symptômes. Les 4 grandes dimensions du rétablissement, espoir, identité, sens, empowerment, doivent nous guider dans la psychoéducation. Il s'agit d'apprendre à connaître ses ressources et pas seulement ses limites, d'apprendre à faire face aux difficultés, éventuellement, et si on le souhaite et si on en voit l'intérêt, en s'appuyant sur les aides ou sur les soins, savoir utiliser les soins, pas savoir les subir, ne pas réduire son identité avec celle de malade, ne pas se soumettre au modèle médical du trouble ou à l'image sociale de la maladie. Retrouver du sens, retrouver des capacités d'autodétermination. Autant de défis par rapport à un modèle traditionnel
d'enseignement, on pourrait dire, de transmission de savoir liés à la maladie schizophrénique. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent nous aider à enrichir notre conception de l'éducation thérapeutique et en particulier une autre conception de l'insight qui est celle de la métacognition. Alors, la métacognition, c'est un mot un peu compliqué pour parler de quelque chose qui finalement est très simple, qui peut avoir un tout petit, qui a un lien de voisinage avec l'insight tel qu'il vient de la psychanalyse. C'est quelque chose de différent. Là, il s'agit d'un insight cognitif, mais vous verrez c'est avoir une pensée sur la pensée. Ça désigne notre capacité d'introspection, de connaissance et de contrôle de nos produits de pensée. Par exemple, un enfant qui a la capacité à prédire s'il aura une bonne note a une bonne métacognition, ce qui signifie qu'il a une bonne représentation des attentes de son enseignant, qu'est-ce qu'on va lui demander dans ce contrôle, et une bonne appréciation de la qualité de sa réalisation. Les compétences métacognitives sont des compétences élaborées et qui augmentent avec le développement et qui se développent au maximum chez le grand adolescent et l'adulte jeune, et qui peuvent se continuer à se développer tout au long de la vie. Cette compétence métacognitive, elle est fortement altérée dans les troubles schizophréniques et c'est probablement l'une des caractéristiques extrêmement fortes de ces personnes. On en connaît les déterminants neurobiologiques, on peut les décrire, peu importe. Le fait est que ça leur donne un style de pensée qui est assez caractéristique et qui crée une difficulté particulière pour eux dans la vie quotidienne. Il y a eu une série de travaux, pas mal de travaux sur la métacognition. Je vais vous en citer 3 séries. D'abord, les travaux de Moritz, qui a publié il y a une dizaine d'années des travaux qui montraient que les personnes schizophrènes avaient tendance à avoir un niveau de doute qui était différent de celle de la population normale. Et en particulier, lorsqu'ils se trompaient, ils avaient tendance à avoir un niveau de confiance trop élevé dans leur jugement. Ils pouvaient aussi faire l'inverse, mais peu importe, la description de Maurice, c'était que la donnée importante, c'était que faisant trop confiance à ce qu'ils croyaient, aux conclusions auxquelles ils étaient arrivés, c'est aussi le jump to conclusion, ils avaient trop peu de doutes et que ce biais de confiance élevé pouvait conduire à la construction d'idées délirantes. Il y a des travaux aussi très importants qui ont été conduits par un auteur qui s'appelle Koren et qui a décrit comment la métacognition est un élément majeur, un déterminant majeur de la vie au quotidien, de l'adaptation dans la vie quotidienne. Ce que nous dit Koren, finalement, c'est qu'on a des compétences, des capacités cognitives, des habiletés de pensée, on pourrait dire, et puis qu'on a un comportement, qu'on a une façon de se comporter dans la vie. Et entre les deux, il y a les capacités métacognitives. Ces capacités métacognitives, elles consistent à la capacité à auto-évaluer ses performances, auto-évaluer ses limites, ses difficultés, et s'appuyer sur cette auto-évaluation pour guider son comportement. Cet espace réflexif sur soi-même conduit à ce qu'on puisse s'engager plus facilement dans un comportement, dans une discussion, peu importe, dès lors qu'on sait qu'on est pertinent et qu'on a une bonne autorégulation de cette pertinence. Et il peut conduire à ce qu'on s'abstienne d'intervenir, à ce qu'on reste en retrait, à ce qu'on soit plus passif lorsqu'on sait qu'on va se tromper. Quelqu'un qui n'a pas ces capacités de métacognition va foncer droit dans le mur et va, si je peux dire, excusez-moi, mais va prendre des risques, va avoir des comportements alors que ce qui va guider son comportement n'est pas pertinent sans s'en rendre compte. Ce que nous dit Koren aussi, un truc intéressant, c'est que finalement, les capacités cognitives, les habiletés de pensée et les capacités métacognitives sont relativement indépendantes. Et c'est 2 dimensions différentes. La métacognition, c'est aussi, et ça a été montré, un déterminant majeur de l'engagement dans les soins et du rétablissement. Lise Ecker, qui est un auteur plus récent, mais ça fait bien une dizaine d'années, qui travaille aussi sur la métacognition, propose une définition un peu différente de la métacognition, une définition qui est plus liée à la question de la cognition sociale, que vous connaissez sans doute, parce que j'imagine que vous lisez assidûment Santé mentale, qui vous a apporté les éléments d'éclairage, qui est une excellente revue, et qui a parlé de cet aspect des particularités du fonctionnement des personnes schizophrènes. Donc, Lise Ecker, il nous dit
La métacognition, c'est la capacité à comprendre ses états mentaux, savoir ce qu'on ressent, ce qu'on pense, identifier ses émotions, savoir ce à quoi on croit, savoir que l'autre a des croyances, des convictions, des intentions différentes des miennes, savoir les comprendre, savoir se décentrer, voir le monde selon plusieurs points de vue, le mien, celui de mon voisin, celui de quelqu'un d'autre encore, et avoir une bonne maîtrise, une bonne habileté pour jongler avec tout ça. Et il nous dit, ça a été largement montré, c'est vraiment aussi une très grande caractéristique des personnes vivant avec une schizophrénie, que celles-ci ont des capacités métacognitives telles qu'elles sont définies là, moins bonnes que celles de personnes vivant avec d'autres troubles psychiatriques ou avec une addiction. Et ces scores faibles de capacité métacognitive sont corrélés avec, par définition, puisque c'est comme ça qu'il est défini, de moins bonnes habiletés sociales, là, bien entendu, mais aussi avec une moins bonne motivation intrinsèque, moins de moteur intérieur pour avoir envie de faire des choses, un moins bon sentiment subjectif de rétablissement, une moins bonne conscience de la maladie, une moins bonne alliance thérapeutique, une moins bonne capacité à résister à la stigmatisation et une préférence pour les styles de coping passifs plutôt qu'actifs, c'est-à-dire pour être dans une position de compliance, on pourrait dire, ou de subir les choses, plutôt que d'engagement et de comportement actif dont on sait qu'il est crucial pour le chemin vers le rétablissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut rapidement proposer comme conclusion, comme proposition plutôt, parce que ce ne sont pas des conclusions, concernant la psychoéducation? Il faut bien entendu, quand on propose de l'éducation thérapeutique pour des personnes vivant avec un trouble schizophrénique, tenir compte de qui elles sont et de comment elles fonctionnent. Donc tenir compte de leurs difficultés cognitives, métacognitives et motivationnelles. Pour avoir un niveau de motivation correct, pour engager la personne, pour qu'elle soit concernée, il faut bien entendu avoir des objectifs partagés avec la personne. C'est la base des principes même de l'éducation thérapeutique et du programme de soins, du projet de soins qui devrait être contractualisé avec la personne. Après, il faut aussi connaître les difficultés cognitives des patients. Alors ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Vous en avez sans doute un certain degré de connaissance, et en même temps, on connaît les difficultés cognitives des patients réellement seulement quand on a travaillé à les évaluer, quand on s'est donné la peine de regarder comment elles s'expriment et en quoi elles consistent, donc de les objectiver, de les évaluer. Et quand on les évalue, on se dit « oh là là, mais c'était ça », mais c'est envahissant à ce point-là, c'est handicapant à ce point-là, on les sous-évalue le plus souvent quand on ne les mesure pas. Alors quand on veut en tenir compte de ces difficultés cognitives, il y a des choses, il y a des principes simples qu'il n'est pas si facile que ça de respecter, parce que dans notre vie quotidienne, ce n'est pas ça qu'on fait. Première règle, il faut être simple, il faut être explicite, il faut absolument éviter toute ambiguïté et tout sous-entendu, parce que les sous-entendus, les personnes schizophrènes ne les comprennent pas. Il faut limiter les messages, donner une information à la fois, pas plusieurs, répéter cette information de différentes façons. Il faut tenir compte de la fatigabilité et des limites attentionnelles. Et puis, une chose qui marche bien, c'est qu'il faut mobiliser la personne en lui donnant un rôle actif, parce que dès lors qu'elle a un rôle actif, elle va intégrer les informations beaucoup mieux que si elle est passive. C'est vrai pour tout le principe de l'éducation, c'est vrai pour faire travailler sa mémoire, c'est vrai dans toute situation. Si on veut que les gens se souviennent, si on veut qu'ils apprennent, si on veut qu'ils s'approprient les choses, il faut leur donner un rôle actif. C'est crucial pour les personnes vivant avec une schizophrénie. Et puis, il faut, nous dit le rétablissement, mettre en avant les compétences. Il faut positiver. Il ne faut pas faire peur aux patients, il ne faut pas dire « il faut, il n'y a qu'à, c'est ça qu'il faut faire ». Il faut les aider à voir les éléments positifs, éviter la surprotection, et s'ils ont envie de prendre des risques, les accompagner dans cette prise de risque et pas les entraver dans la prise de risque qu'ils souhaitent. Il faut cibler les compétences à type de savoir-faire ou de capacité adaptative. Vous voyez qu'on est très très loin simplement de la transmission d'informations ou de la transmission de connaissances. Et puis,
soutenir le développement des capacités métacognitives. Alors comment on fait ? En fait, ça a à voir avec ce que la psychiatrie traditionnelle véhicule depuis très très longtemps, qui est d'être comme une sorte d'aide à penser pour les personnes vivant avec une schizophrénie, c'est-à-dire pas penser à leur place, mais les accompagner dans leur pensée, les aider à ce qu'ils arrivent à développer un espace de pensée. Ça peut consister à leur montrer que c'est utile de s'auto-évaluer. Vous avez un but, vous voulez faire quelque chose, est-ce que la façon dont vous vous y prenez est pertinente pour atteindre cet objectif qui est le vôtre ? Est-ce que ce que je fais est bien et va me permettre d'atteindre mes objectifs ? Leur montrer qu'on peut utiliser des mécanismes de régulation pour améliorer la façon de s'y prendre. Donc si ça devient difficile, prendre son temps, essayer d'une autre manière. Tout ce que nous dit Koren sur l'amélioration, que les fonctions métacognitives permettent d'améliorer l'adaptation dans le monde réel. Ça peut être intéressant d'aider la personne à se situer par rapport aux besoins d'aide. Pas de lui dire « il faut que vous vous fassiez aider », mais de lui permettre de prendre conscience de, éventuellement, son évitement de l'aide et potentiellement des motifs de pourquoi elle est dans cet évitement de l'aide. Mais déjà prendre conscience de est-ce que cette personne va essayer par tous les moyens de se débrouiller toute seule, ou est-ce que, pour y parvenir, elle va demander l'aide de quelqu'un ? Cette question de l'acceptation des aides, elle est aussi au cœur des sciences de l'éducation. Ça va être d'essayer d'aider la personne à retrouver un degré de doute raisonnable et développer des compétences de mentalisation, c'est-à-dire savoir identifier ses états mentaux par rapport à ceux d'autrui. Un petit mot pour conclure sur l'importance de la pratique du groupe pour pouvoir mettre en œuvre ces leviers de changement. Le travail en groupe, ça consiste à apprendre à se décentrer. On a son point de vue et il y a le point de vue des autres. Et il peut arriver qu'on ait à confronter les différents points de vue et à se rendre compte finalement que le point de vue qui est le sien, la façon d'interpréter le monde, la façon de comprendre le comportement de quelqu'un, qui est sa façon à soi de comprendre, ce n'est pas la représentation commune du groupe. Et donc, ce n'est pas sur cette interprétation-là qu'on va pouvoir établir des bases de communication qui vont être fructueuses. On peut se tromper dans la façon d'interpréter le comportement d'autrui, dans la façon de comprendre le monde. Ça, c'est l'émergence d'une caractéristique métacognitive. Je suis trop longue. Voilà, j'arrête. Pour terminer, le groupe, c'est aussi apprendre des stratégies, apprendre à faire ses difficultés, apprendre des autres, apprendre à jouer un rôle actif aux soins, s'appuyer sur ses pairs, avoir des modèles d'identification. L'éducation thérapeutique, ça va être aussi apprendre à nous décentrer. Et juste en conclusion, je voudrais dire que ce que nous disent les gens qui se sont rétablis, c'est l'importance de l'empowerment. Par empowerment, nous entendons que notre but devrait être d'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. Et je vous remercie de vos questions et de vos déplacements.